Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, Khalifa Sall jugé ce 14 décembre en correctionnel. Le directeur exécutif d'Amnesty International dénonce une précipitation alors que selon lui le dossier n'est pas totalement bouclé. Seydi Gassama accuse l'État du Sénégal de vouloir condamner le député maire de Dakar pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2019. Réponse de Abdoulaye Wilane. Le porte-parole du PS soutient que toute la procédure concernant son camarade a été respectée. Les précisions du ministre du Budget concernant la ponction sur les salaires de certains enseignants. Pour Birima Mangara, les fonctionnaires concernés ont effectué des prêts qu'ils doivent impérativement rembourser. La journée internationale de lutte contre la drogue célébrée ce 9 décembre, l'OFNAC continue la sensibilisation à travers la mise en place d'un comité de pilotage pour mieux lutter contre ce fléau. L'ITIE compte plutôt sur la publication de ses rapports annuels pour combattre la corruption. Notre invité ce soir, il s'agit de Safwat Ibraguit. Il est l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal. Bienvenue. 9 mois après son incarcération, Khalifa Sall sera finalement jugé ce 14 décembre. Le directeur exécutif d'Amnesty International crie au scandale. Selon Seydi Gassama, l'État veut condamner le député maire de Dakar afin qu'il soit inéligible. Toutefois, Amnesty veille au grain pour un procès juste et équitable à Alassane Ba Modou Diop. Il parle de précipitation dans le dossier Khalifa Sall, une affaire qui suscite beaucoup d'interrogations, et ce, depuis le début, selon Seydi Gassama. En l'espace d'une semaine, nous avons l'ordonnance de renvoi et nous avons la citation à comparer devant un tribunal, en l'espace d'une semaine. Alors que des dossiers dorment dans la table du doyen des juges depuis des mois, hein, des gens qui sont renvoyés à comparaître, hein, ont le dossier qui dorment dans les tiroirs depuis des mois. Et cela soulève évidemment des interrogations. Hein. Comment peut-on renvoyer une affaire en jugement alors que les recours des avocats ne sont pas terminés, alors que les avocats doivent encore se présenter devant la Cour suprême, n'est-ce pas, pour des recours, hein? Comment est-ce qu'en l'espace d'une semaine, on peut renvoyer quelqu'un, n'est-ce pas, à comparaître devant un tribunal? En tout cas, il y a une précipitation. Une autre interrogation. Qu'est-ce que l'autorité vise avec cette précipitation? Nous en saurons. Tout ceci pour condamner le maire de Dakar. Au-delà des caractères sélectifs des poursuites que Macky Sall est en train de faire, hein, dans le traitement des dossiers de corruption, n'est-ce pas? Ce caractère sélectif qui retourne toute légitimité et toute crédibilité à ce processus. Dès l'instant que la justice est sélective, elle n'est plus crédible. Si l'objectif, c'est d'arriver à le faire juger, à le faire condamner de façon définitive et de l'empêcher de se présenter aux élections, les Sénégalais tireront les conséquences. Mais en tout cas, aujourd'hui, le soupçon que nous avons dans cette affaire, c'est qu'on veut tout faire, n'est-ce pas, pour le juger, le condamner de façon définitive et de l'empêcher de se présenter aux élections. Amnesty se prépare déjà pour une observation du procès. Nous observerons le procès. Et si le procès n'est pas équitable, nous le dénoncerons. Nous le dénoncerons ici au Sénégal et devant les instances internationales. Nous n'allons pas du tout transiger devant l'équité de cette procédure-là. D'autres droits de l'homiste contactés se disent inquiets du caractère équitable du procès à venir. Réaction à présent du porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane. Comme pour répondre à Seydi Gassama, il soutient qu'il n'y a aucune précipitation dans ce dossier. Il souhaite lui aussi un bon déroulement du procès. Nous l'écoutons toujours au micro d'Alassane Ba et Modou Diop. Voyez-vous, cette affaire-là a tellement traîné parce que ces avocats et conseils ont eu à élaborer une stratégie qui consiste à faire des pourvois, des demandes qui ont plusieurs fois suspendu. Pour nous socialistes, M. Khalifa Sall n'est pas dans cette situation
en raison de son appartenance à un parti, en l'occurrence le Parti socialiste, ce n'est pas un délit de faciès aussi qui l'a amené là-bas. C'est dans le cadre de l'exercice de ses missions et de sa fonction de maire que, dans le cadre, selon les dispositions de l'état de droit et des textes et règlements en vigueur dans ce pays, qu'il a été arrêté et devant faire l'objet d'un procès. Vous allez le soutenir? Et depuis quelque temps, nous ne sommes pas réunis et un porte-parole doit toujours porter la parole qui lui est confiée. Je le dis parce que présentement, je suis à l'Assemblée nationale en pleine session budgétaire et la séparation des pouvoirs ne m'autorise pas à faire quelques autres commentaires, que ce soit si ce n'est rappeler les principes. Ponction sur les salaires de certains enseignants, les précisions du ministre du Budget, Birima Mangara, nous apprend que les concernés ont effectué des prêts qu'ils doivent rembourser. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Dione Modou Diop. Il intervenait ce matin lors du vote du budget du ministère de l'Éducation nationale. Le problème des check-off, c'est les prélèvements qui sont effectués au niveau de ces syndicats et qui sont reversés aux syndicats. Si on fait ces 3 prélèvements, on arrive à avoir une baisse de salaire qu'on constate. Et ce qu'il faut noter, sur les 120 000 personnes qui ont été recensées et qui sont concernées, il y en a aussi qui ont bénéficié d'allocations familiales, qui ont bénéficié d'allocations familiales et dont les dossiers n'étaient pas complets. Et quand les dossiers ne sont pas complets, on ne paye pas. Voilà les raisons pour lesquelles ils ne retrouvent pas ces paiements dans les salaires. Il n'y a pas eu de ponction pour ce mois. Comme vous venez de le voir, le ministre du Budget s'exprime à l'occasion du vote du budget du ministère de l'Éducation nationale. Un budget arrêté à la somme de 413 milliards de francs CFA contre 402 milliards 790 millions de francs CFA, soit une hausse de plus de 10 milliards de francs CFA. Les parlementaires ont interpellé le ministre Serigne Mbaye Thiam sur beaucoup de sujets, notamment les abris provisoires. Leur réaction toujours au micro de Cheikh Tidiane Dione. Et je leur ai dit, aujourd'hui nous sommes loin d'atteindre l'ODD 4, c'est-à-dire l'objectif pour un développement durable fixé par les Nations Unies. Parce que nous avons un déficit énorme en enseignants, nous avons un déficit énorme en salle de classe, et aussi au niveau de l'éducation, il y a une situation sociale qui laisse à désirer. J'ai des enfants qui sont nés aux États-Unis, j'ai 3 enfants qui parlent l'anglais, c'est normal, l'espagnol, mais aussi qui apprennent le français à côté, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, ils auront besoin de cela. Donc, pour vous dire seulement que nous, en tout cas, c'est une préoccupation pour nous, députés de la diaspora, donc nous ferons tout pour qu'on puisse vraiment intégrer cela, même ne serait-ce qu'au niveau de la diaspora d'abord, ensuite de penser à le faire ici au Sénégal. Ici bu Koungheul dama ko doon wax pour mu dolli ñu ay classe parce que espace bi am na mais classe dafa xaw a manqué tawatal naa ko aussi jàngalekat yi manqué ci département bi. Dans ma région de Sédhiou, où le déficit en abri en établissement était noté, aujourd'hui 6,5 milliards sont en train d'être injectés. Le samedi dernier seulement, le samedi que j'ai signé la construction de 13 collèges clés en main et la formation de 605 enseignants. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale où le ministre de l'Éducation nationale reconnaît un manque de professeurs de philosophie dans les lycées du Sénégal. C'est parce que, selon lui, le département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar forme moins de 60 étudiants par année. Serigne Mbaye Thiam compte sur le patriotisme des professeurs de cette discipline à qui il demande d'accepter d'être affectés dans certaines localités du pays. Nous l'écoutons au micro de nos reporters. Les professeurs de philosophie, vous savez, ce n'est pas dû à un défaut de recrutement par l'État. Comme ça a été expliqué dans le rapport de la Commission des finances en mathématiques et en philosophie, aujourd'hui, nous n'avons pas les facultés
qui forme assez de professeurs de philosophie. Parce que vous savez, il doit être titulaire du master en philosophie et après aller à la FASTEF pour faire 2 ans. Aujourd'hui, nous, lorsque nous faisons une commande, par exemple, de 60 profs de philosophie à la FASTEF peut-être ne peut en produire que 30 ou 40. Donc c'est le problème qui se pose. Et nous avons aussi un problème de lien entre les jeunes Sénégalais et un peu l'intérieur du pays. Parce que récemment, par exemple, je cite l'exemple, nous avons recruté 24 professeurs de mathématiques, mais les 13 qui ont été affectés dans des régions où les enfants ont besoin d'éducation, dans des régions comme Sédhiou, Kédougou, Tambacounda, nous avons 13 parmi ces 24 qui ont démissionné en disant qu'ils ne veulent pas aller officier dans ces régions-là. Les mathématiques souffrent également d'un déficit d'enseignants dans certains établissements du pays. Pire encore, les élèves s'intéressent de moins en moins à cette discipline. Un constat de SOS Maths. L'organisation poursuit ses caravanes à travers le pays. Elle était à Rufisque où 90 professeurs de mathématiques ont bénéficié d'une formation. Nous écoutons Ibrahim Thiam, il est le président de SOS Maths, au micro de Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Un déficit de professeurs de mathématiques, ça il faut le reconnaître. Mais aussi, ce qui est grave, dans certains lycées, il n'y a pas de série S1. Dans beaucoup de lycées, à l'intérieur du pays, il n'y a pas de série S1 parce qu'il n'y a pas de profs qualifiés pour tenir ces classes. C'est pourquoi nous avons fait ces ateliers de formation. Les chapitres qui constituaient des problèmes, qui faisaient que les séries S1 étaient un mythe, nous sommes en train de travailler sur ces chapitres pour que ces chapitres soient à la portée de tous les professeurs de mathématiques. À la date d'aujourd'hui, donc, les professeurs qui seront là, eux tous, les maths sont devenus quelque chose de facile. Lorsqu'on a fait un petit sondage au niveau de l'IA de Dakar, les différents professeurs nous ont montré que, après nos ateliers de formation que nous avons tenus à la FASTEF, après cela, beaucoup de professeurs aujourd'hui ont demandé à avoir des terminales, des classes S. C'est grâce aux ateliers de formation que nous avons eu à organiser. Je vous le disais en titre, ce 9 décembre est célébrée la journée internationale de lutte contre la corruption. Prétexte pour l'OFNAC de mettre en place un comité de pilotage pour mieux lutter contre ce fléau qui gangrène notre économie. Plusieurs organismes dont l'ITIE ont pris part à cette rencontre. Le chargé des affaires juridiques de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives pense que la publication des rapports annuels permettra de lutter contre la corruption dans le secteur extractif. Il s'appelle Moustapha Fall, interrogé par Fatou Bintou Konté et Mohamed Dien. Il faut rappeler que l'initiative pour la transparence dans les industries extractives est une norme mondiale à laquelle l'État du Sénégal a adhéré et que cette initiative vise à promouvoir la redevabilité et la bonne gestion dans l'exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières. Et l'ITIE, c'est un instrument de réforme qui permet au pays d'améliorer le cadre législatif et institutionnel de la gouvernance, permet également de promouvoir le dialogue entre les acteurs, mais aussi renforce la redevabilité et la transparence dans l'exploitation des industries. Et comment ça se passe la lutte contre la corruption à votre niveau? Ce qu'il faut dire, l'instrument ITIE, ce qui est ici, c'est ça permet à l'État, ça permet aux compagnies, ça permet également à la société civile d'avoir accès à l'information sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur des industries actives. Et aujourd'hui, dans la norme ITIE, il est prévu ce qu'on appelle l'exigence de 5 pour ce qui concerne les titulaires ou en tout cas les détenteurs des permis miniers pétroliers et que la norme prévoit ce qu'on appelle la mise en place d'un registre public à partir de 2020 pour avoir l'information sur les personnes qui détiennent les permis d'exploitation, les permis d'exploitation dans le secteur extractif. Direction Saint-Louis où les pêcheurs de la langue de Barbarie sont dans une colère noire et pour cause la présence de camions frigorifiques venant de la Mauritanie. Ces pêcheurs menacent de barrer la route à ces mareyeurs si l'État ne prend pas ses dispositions. Plus de détails, nous écoutons Amadou Faye, il est leur porte-parole au micro de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop, Habib Seck. Et que nous, à Saint-Louis, en toute sincérité, nous sommes très fatigués, quoi. Faute de licence, nous ne pouvons plus travailler, quoi. Et puis en conséquence, le ministre doit se rendre à Mauritanie pour faire d'autres négociations, pour que les Saint-Louisiens
puissent avoir des licences pour travailler en toute tranquillité. Sinon, nous risquons d'aller en chômage technique. Le poisson qui a de Mauritanie, nous laisserons ça. Et nous n'accepterons pas, jusqu'à donner notre vie, qu'un camion traverse ici, dans la région, il faut pour aller vendre ce produit à Touba ou à Tuawan ou bien à Dakar. Nous n'accepterons pas ça. C'est le cas? C'est le cas qui s'est pris hier avec un véhicule en provenance de la Mauritanie que nous avons pu gérer et l'amener à la gendarmerie où nous remercions le commandant et les autorités saint-jean qui ont fait tout le travail pour saisir ce poisson et revendre ça à d'autres fins. À Ziguinchor, beaucoup d'enfants naissent sans être déclarés faute de centres d'état civil suffisants. Des enfants de 5 quartiers de la capitale du Sud interpellent la mairie pour une prise en charge de leur dossier à la naissance. Ils souhaitent également la construction de centres d'état civil dans les hôpitaux. Boubacar Diassi, Lamine Mandian. Nous suggérons à la mairie de Ziguinchor de vraiment prendre en compte les difficultés que les enfants subissent dans les maisons, dans les écoles et même dans les mairies. Par exemple, pour l'état civil, c'est vrai qu'ils disent que ce n'est pas le manque d'extrait de naissance, mais c'est plutôt la non-déclaration des enfants. Et je demande à la mairie de Ziguinchor et les conseillers, plus particulièrement au maire de la commune de Ziguinchor, de trouver une solution par rapport à ça. S'il le faut, dans les hôpitaux, obliger les parents à déclarer dès la naissance ou bien même installer des conseillers dans les hôpitaux pour que, une fois à chaque naissance, que l'enfant soit déclaré automatiquement avant que les parents ne rentrent chez lui. Santé, cette alerte du professeur Souleymane Mboup, le directeur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, révèle que la sous-région ouest africaine est toujours sous la menace d'une nouvelle épidémie. Un avertissement qui n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd car le ministre de la Santé rassure. Abdoulaye Diouf Sarr déclare que ses services ont mis en place un service de surveillance et de riposte. Les deux parties signaient une convention. Nous suivons ce compte rendu de nos correspondants à Rufisque, Ousseynou Thiam Biradiagne. La sous-région ouest africaine va inéluctablement vers une autre épidémie. Une annonce du professeur Souleymane Mboup de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSF. C'était lors de la réunion d'échange d'expériences sur l'élaboration de plans de préparation aux épidémies et urgences sanitaires regroupant plusieurs experts et présidé par le ministre de la Santé. Elle accorde une attention particulière à la surveillance sanitaire, aux menaces épidémiques, surtout dans cette nouvelle zone qui est dans la zone de Niasse. C'est d'ailleurs dans cette logique que nous avons présentement dans cet amphithéâtre des experts internationaux qui sont venus se préparer pour la prochaine éventuelle épidémie qui est de toute façon inévitable si on suit l'ordre normal des choses. Donc il ne faut pas se voiler la face. On est absolument, on ne sait pas quand, mais il y a de fortes chances qu'une autre épidémie survienne et il faut être bien préparé. Après avoir signé une convention de partenariat avec l'IRSF, le ministre de la Santé et de l'Action sociale estime que le Sénégal est prêt à la surveillance et à la riposte de toute épidémie. L'IRSF, au-delà du diagnostic en termes de laboratoire, est un maillon extrêmement important de la surveillance et de la riposte épidémiologique. D'ailleurs, ça a été le prétexte de venir clôturer un atelier sur la problématique de la surveillance et de la riposte épidémiologique, parce que nous savons que dans nos pays, nous sommes en permanence en train véritablement de surveiller les épidémies. Par ailleurs, le patron de l'IRSF a tenu à rappeler au ministre de la Santé la promesse du chef de l'État de prendre en charge l'autre partie du financement de cet institut, évalué à 3 milliards de francs CFA. Wanyanki, dans la région de Kolda, les populations de cette cité religieuse haussent le ton face aux difficultés liées à l'accès à l'eau potable, à l'électrification et au désenclavement. C'est la raison pour laquelle elles demandent aux autorités de prendre en charge leurs préoccupations. Abdoulaye Diallo. Les habitants du département de Médina Yoro Fula ont soif d'eau potable, surtout en cette période où les cérémonies religieuses mobilisent des milliers d'individus dans une quelconque localité. C'est le cas à Wanyanki, un village de la commune de Kerewan, où l'accès à l'eau potable est un véritable casse-tête. gàmm gi fu mu ne dem na ba nekk fu mu ne lu mat daanaka société man a 4000 personnes mu ngi fi 4000 personnes yi bu ko ndox
Présentement, notre localité compte au moins 4000 âmes. Imaginez un manque d'eau dans un village aussi isolé dans la brousse. C'est pourquoi nous n'avons même pas de mots pour demander à ceux qu'on nous aide à avoir de l'eau potable. L'électricité est aussi notre préoccupation. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit que les êtres humains doivent être égaux devant l'accès à l'eau potable, devant l'accès à la terre, à la lumière, c'est-à-dire à l'électricité. C'est parce que nous vivons dans des zones enclavées qu'on ne prête pas attention à nous. Tel ne devrait pas être le cas. Ils ont révélé ces manquements à l'occasion du gamou annuel de la cité religieuse de Wunyanki. L'enclavement hante aussi le sommet de ces populations. Nous voulons une bonne route qui puisse venir jusqu'ici à Wunyanki, parce que Wunyanki est une grande cité religieuse à l'image des autres cités de l'intérieur du pays. Malheureusement, nous n'avons ni eau potable, ni route praticable, encore moins de l'électricité et un poste de santé. Et cela ne devait pas être en ce 21e siècle. C'est pourquoi nous voulons faire connaître que le département de Médina Yoro Foulah est une partie du Sénégal et nous lançons un appel à l'endroit du chef de l'État afin que nos doléances soient prises en compte. Depuis plus de 10 ans, ces populations lancent ce cri de cœur, mais c'est comme si leur appel tombe toujours dans l'oreille d'un sourd. Religion toujours, bientôt la 54e édition de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Mountaga Tall. La famille omarienne prépare activement cet événement religieux qui draine beaucoup de monde à Louga Thierno Fall. La 54e édition de la Ziara Thierno Mountaga Tall se prépare activement à Louga. Cette grande manifestation religieuse est organisée tous les ans pour rendre hommage au vénéré homme de Dieu. Cette ziara est dédiée à Thierno Mountaga Tall, le saint homme. Après 28 ans passés dans les cimetières de Dakar, sa dépouille a été transférée à Louga. Pour une meilleure organisation de l'événement, le gouverneur de la région de Louga a tenu un CRD spécial qui a réuni tous les chefs de service concernés. Lors de cette réunion, des engagements ont été pris, notamment en matière de sécurité. Et j'ai donné la parole aussi aux chefs de service qui se sont prononcés pour le règlement donc, de toutes ces doléances. D'une manière générale, cette ziara s'inscrit dans un contexte particulier qui nécessite des dispositions particulières en matière de sécurité, notamment. C'est la raison pour laquelle aussi bien la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers que les douanes ont pris donc toutes les dispositions pour assurer la sécurité nécessaire à l'organisation de cette présente édition. Cette ziara prévue les 12 et 13 janvier 2018 réunit chaque année des milliers de fidèles qui viennent de partout au Sénégal et en Afrique pour y assister.